Bienvenue dans Focus Sportpreneur, là où l'entrepreneuriat rencontre l'énergie du sport. Je suis Vanina, passionnée de basket et experte en gestion événementielle. Ici, on parle de résilience, de discipline et de leadership, mais surtout de parcours inspirants et de stratégies concrètes pour structurer et développer ton activité. Parce qu'en business comme sur le terrain, c'est la vision et l'entraînement qui font la différence. Prêt à entrer dans le game ? Dans cette série d'épisodes, je reçois Catherine Duhong, ostéopathe depuis 2011. Ancienne sportive de haut niveau en handball, elle a ouvert ses premiers cabinets très jeune avant de créer un lieu pluridisciplinaire dédié à l'accompagnement et au bien-être autour de la périnatalité, la MAB. À travers son parcours, on parle de sport, d'entrepreneuriat, de transformation professionnelle et de choix de vie. Dans ce premier épisode, on revient sur les débuts de Catherine, le sport de haut niveau, l'ouverture de ses premiers cabinets et la manière dont le sport a structuré sa posture professionnelle. Bienvenue sur Focus Sportpreneur. Aujourd'hui, je suis ravie d'avoir Catherine. Bonjour Catherine. Bonjour Vanina. Comment vas-tu ? Ça va et toi ? Ouais, ça va. Je rentre direct dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux te présenter parce qu'on ne se connaît pas ? On se connaît par le biais de Yari. D'ailleurs, je suis un petit coucou Yari. Merci pour la passe d'ess. Est-ce que tu peux te présenter ? Oui, bien sûr. Donc, Catherine, on m'appelle souvent Cathy. Donc, tu peux m'appeler Cathy, il n'y a pas de souci. Et donc, ostéopathe depuis 2011. Donc là, ça commence à faire un moment. Ancienne joueuse de hand ou encore un peu joueuse de hand aussi. Et maman, voilà, d'une petite fille de 7 ans. Et puis, voilà. Donc, tu fais du handball depuis combien de temps ? Alors, j'ai commencé le hand à 8 ans. Et puis, aujourd'hui, j'en ai bientôt 37, donc presque 30 ans de hand. Oui, effectivement, c'est une bonne carrière. Ouais. Et donc, ostéo, donc tu as commencé en 2000... Tu as été diplômée en 2011, c'est ça ? Ouais, 2011, c'est ça. Ok. Ce que j'ai compris, donc on a préparé quand même l'échange. Dès la fin de tes études, tu as ouvert 2 cabinets. C'est ça. Moi, je connais... Est-ce que tout le monde ouvre un cabinet déjà ? Non, en fait... Bon, c'est quand même rare les jeunes diplômés qui ouvrent directement leur cabinet. Bon, ça arrive quand même. Après, en vrai, dans l'ostéopathie, on n'a pas besoin de grand-chose. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'investir énormément d'argent. Donc, en soi, il faut acheter une table, un bureau, des chaises. Ouais. Donc, finalement, il n'y a pas un gros investissement en termes de matériel. Après, voilà, c'est juste le risque de te lancer, de payer un loyer sans avoir vraiment encore d'expérience, tu vois. Ouais. Mais c'est intéressant parce que je me dis, en fait, un ostéopathe et peut-être un kinésithérapeute, en fait, est déjà entrepreneur très tôt parce qu'il sait qu'il va ouvrir un cabinet. Et toi, tu en as ouvert 2. Tu peux m'expliquer ? Honnêtement, j'ai pas trop réfléchi. C'est des opportunités, en fait, qui sont venues à moi. Je dirais que déjà, quand j'étais étudiante, mes 2 dernières années d'études, je bossais déjà dans des clubs en tant qu'ostéo. Donc, j'avais déjà un salaire, en fait. Okay. Je travaillais aussi, j'avais mon job d'étudiante pour payer mes études. Donc, en fait, j'avais déjà des sources de revenus depuis un petit moment. Donc, je me sentais quand même suffisamment prête pour ouvrir mon propre cabinet. Le fait d'avoir eu l'expérience de travailler et d'avoir des patients dans les clubs où je travaillais, j'ai pas eu peur de me lancer, en fait. Okay. Donc, pour moi, c'était, je vais pas perdre du temps à travailler pour quelqu'un, pour ensuite chercher un endroit où recommencer à zéro. Tu vois, c'était un peu ça dans l'idée. Et puis, si j'ai fait ce métier, c'était aussi pour être mon propre patron, pardon. Donc, du coup, je me suis lancée. J'ai pas eu peur. Et les opportunités que j'ai eues, c'était vraiment des loyers qui étaient hyper abordables. Donc, au final, je me suis dit, let's go, et c'était bon, quoi. Est-ce que, justement, pendant vos études, il y a une formation ou peut-être une thématique sur l'entrepreneuriat ou comment monter son cabinet ? Non. On a une formation d'une demi-journée sur la comptabilité, sur les statuts d'entrepreneur. Ouais, quand même. Mais honnêtement, ça m'a pas du tout aidée parce que, en fait, quand t'es étudiant, on te dit, les différents statuts qui existent, de société, pas société, libérale, micro-entreprise, etc. Et en fait, c'est pas du tout parlant parce que tu sais pas encore si tu vas être locataire, si tu vas être collaborateur, si tu vas fonctionner par redevance, tu vois. Donc en fait,
en fonction de ce que tu vas avoir après, c'est pas le même statut. Et il existe tellement de statuts que tu peux pas retenir, en fait, quand t'es étudiant. Ouais. Donc, j'ai fait des erreurs quand j'ai commencé. Je me suis pas du tout mise dans le bon statut. Mhm. J'ai perdu un peu d'argent parce que du coup, c'était pas du tout avantageux. Ouais. Mais voilà, j'ai fait des erreurs et puis après, j'ai rectifié. Et voilà, et en fait, il faut juste se renseigner, je pense, tu vois, appeler des comptables, appeler des gens qui s'y connaissent dans les statuts. Et en vrai, maintenant, aujourd'hui, avec Internet, tu peux quand même trouver les informations que tu as besoin, quoi. Je reviens sur 2 choses. Tu as parlé de redevance. Tu peux me dire ce que c'est pour bien Alors, il y a comprendre. certains... En fait, j'ai eu la chance, je sais pas si j'ai eu la chance parce que je crois que c'était pas trop légal au final. Dans mon deuxième cabinet, dans mon deuxième cabinet où j'étais, j'ai bossé avec un kiné qui fonctionnait sous forme de redevance. Et donc, en gros, je payais pas de loyer, mais je lui reversais une partie de ce que je touchais. Donc, du coup, pour moi, j'ai pas eu peur d'ouvrir un deuxième cabinet vu que j'avais pas un deuxième loyer à payer, tu vois. Ouais. Mais bon, en vrai, en tant qu'ostéo, on n'a pas le droit de payer une redevance à une autre profession. Donc, c'était pas très légal. Mais c'est vrai que ça m'a quand même permis de démarrer au début, quoi. Ça me fait penser, en fait, aux apporteurs d'affaires. Ouais. Où justement, mais bon, d'un contexte différent, mais on prend un pourcentage ou un montant à chaque fois qu'il y a un patient. Ok. Quand tu as ouvert ton cabinet, tes 2 cabinets, tu avais quel âge ? 22 ans. C'est hyper jeune. Ouais. Ouais. Hyper jeune. Et tu l'as dit, donc tu as fait t'as dit erreur. Alors moi, j'appelle ça des apprentissages. Oui, mais bien sûr. Le statut juridique que tu avais pris à l'époque, tu te rappelles ? Ouais, j'étais en auto-entrepreneur. Ah oui. Et c'était pas du tout avantageux, forcément. Donc, je crois que j'ai pu changer parce que j'ai ouvert mes cabinets en septembre. Et je pense que je m'en suis rendu compte, on était au mois de mars. Donc, j'ai réussi à faire un courrier pour changer pour le mois de janvier. Donc, tu vois, ou alors c'était l'année d'après, je sais plus trop. Mais tu vois, j'ai rectifié quand même le truc assez rapidement, tu vois. Est-ce que tu peux dire pourquoi c'était une erreur de commencer en micro-entreprise dans ton cas ? Déjà parce que j'avais un loyer qui était à l'époque de 600 €, je crois. J'avais ma table que j'avais achetée, j'avais le bureau, tout le matériel en fait. Donc tout ça, tu peux pas le déduire quand tu es un auto-entrepreneur. Les déplacements kilométriques, parce que mes 2 cabinets étaient loin de chez moi. Donc en fait, quand tu calcules toutes les dépenses que tu as, si tu es un auto-entrepreneur, ça vaut pas le coup. Après, je pense que ça se vaut de quelques pourcents, tu vois, t'as pas une grosse marge. Mais si tu es quand même bon, c'est quand même plus avantageux d'être en micro-BNC quand tu as des charges fixes, en fait. Ouais. C'est en auto-entrepreneur, si je ne me trompe pas, ils déduisent un pourcentage sur le chiffre d'affaires. Sur le chiffre d'affaires. Mais ça ne veut pas dire, en disant, voilà, tu as tant, en fait, potentiellement de charges. Mais comme tu n'es pas au réel, peut-être que toi, tu dépassais déjà ce pourcentage. Exactement. Et ce n'était pas avantageux pour toi fiscalement. Exactement. Et tu ne pouvais pas, par exemple, la table... Alors, je ne sais pas quel est le prix, mais en fonction du prix, tu peux immobiliser ta table sur plusieurs années. Sur plusieurs années, et exactement. pas juste sur une seule. Donc, ok, je comprends. Ouais, je comprends. Combien de temps avec les 2 cabinets ? 10 ans. 10 ans. Ensuite, j'en ai vendu un. Ok. J'ai créé la MAB, donc qui est une maison pluridisciplinaire dans une autre ville que les 2 autres, parce que je voulais me rapprocher de chez moi. Et j'ai vendu le deuxième. Et donc maintenant, j'en ai plus qu'un. Okay. Donc 10 ans avec 2, et au bout de 10 ans, j'ai créé un 3e cabinet du coup. Ok. Est-ce que tu te rendais compte déjà, en fait, à 22 ans avec 2 cabinets, donc que tu as tenu 10 ans, est-ce que tu te sentais déjà ou tu te rendais compte que tu étais déjà entrepreneur ? Je dirais que entrepreneur en tant que tel, non. Je dirais que non. Mais finalement, oui, parce que c'est comme quand tu ouvres une entreprise, c'est-à-dire qu'il faut gérer la communication, il faut gérer les relations avec les gens autour, il faut gérer les problèmes avec le propriétaire quand il y en a. Et donc, oui, en fait, tu es quand même entreprenante, ça, c'est sûr. C'est de l'entrepreneuriat, c'est sûr. Et pour moi, tu as saisi aussi les opportunités, parce que oui. tu as eu l'opportunité, je crois, pour le 2e cabinet, parce que tu connaissais un kiné de ton club de sport, ça, si j'ai bien compris. C'est ça. Tu as saisi l'opportunité, tu aurais pu ne pas oser, en fait, aller jusque-là. Et franchement, bravo pour ça. Merci. À cet âge-là, parce que c'est un message pour les jeunes. Hein. Il n'est jamais tôt pour entreprendre, c'est clair. Quel que soit, en fait, votre parcours. En tout cas, top. Mais en même temps, tu avais 2 cabinets. Et donc, tu as parlé du handball. C'est ça. Est-ce que tu peux me parler déjà de ton parcours sportif ? Ouais. Moi, donc, j'ai commencé le hand très jeune, à 8 ans.
C'était un parcours assez, je vais pas dire, un peu compliqué parce que je venais de Logne, Torcy, je vais dire Torcy, parce que c'est là où j'ai commencé le hand. Et en fait, il y a que des équipes masculines en fait. Donc j'ai joué avec des garçons et quand j'avais plus l'âge de jouer avec les garçons, il fallait que je joue avec des filles. Et en fait après, donc j'étais plutôt bonne quand j'étais jeune. Et du coup, j'ai fini dans une équipe de filles débutantes en fait. Donc je pense que j'ai pas progressé pendant au moins 2-3 ans. Ouais. J'ai changé de club, je suis partie dans un club pas trop loin, où il y avait des filles, mais dans le secteur, il y avait 0 club féminin ambitieux en fait. Le seul club ambitieux, c'était à Issy-les-Moulineaux, à 1h45 de transport. L'opposé. Donc en fait, pas du tout possible quand t'as 13-14 ans, tu vois. Et j'ai eu la chance après d'avoir une gardienne de but qui habitait en fait dans la même ville que moi, où ses parents pouvaient l'emmener jusqu'à Aulnay-sous-Bois, où c'était un club qui commençait un petit peu à se développer. Les moins de 18, elle jouait en championnat de France. Donc, tu vois, déjà entre Logne, Aulnay-sous-Bois, il y avait 40 minutes de route quand même. Donc, du coup, ses parents, cette joueuse, elle m'emmenait, elle me ramenait pour les entraînements. Donc, j'ai quand même eu cette chance. Après mes années de moins de 18, donc je les ai fait à Aulnay-sous-Bois, donc c'était un petit peu loin. D'ailleurs, je sais pas comment mes parents, ils ont accepté, je rentrais chez moi à 23h. C'est un peu 3 fois par semaine, tu vois, je trouve que c'est quand même un petit peu abusé, mais bon, pas le choix, parce que vraiment, il y avait 0 club dans le secteur féminin. Et ensuite, arrivée en senior, j'ai eu la chance, franchement, c'est sorti de nulle part, parce que j'avais vraiment pas le niveau, mais je suis partie à Saint-Maur, au club de Saint-Maur, où ça joue en National 1. C'était le seul club dans les environs qui évolue à ce niveau. C'était le plus haut niveau dans le secteur. Le reste, c'était National 3 au max. Et du coup, j'ai eu vraiment une chance d'arriver là-bas, parce que je connaissais l'entraîneur qui arrivait là-bas. Ouais. Et donc, du coup, j'ai évolué en National 1 pendant quelques années à Saint-Maur. D'accord. Voilà. Tu dis tu as eu une chance, mais il a peut-être vu aussi que tu pouvais apporter à l'équipe. Non, parce que honnêtement, j'avais 18 ans, j'avais vraiment pas du tout le niveau pour jouer en National 1. Je pense que j'avais le niveau National 3 à l'époque. Ouais. Je jouais demi-centre. J'ai eu ma formation en tant que jeune, en tant que demi-centre, parce qu'encore une fois, dans mes équipes jeunes, il n'y avait pas de club. Donc en fait, il y avait très peu de joueuses qui étaient dans mes équipes où vraiment elles avaient un bon niveau. Donc en fait, pour évoluer, c'est compliqué. Ouais. Et finalement, physiquement, tu vois, j'ai plus le physique d'une ailière, tu vois. Et donc, du coup, je suis arrivée en National 1. On m'a dit, tu vas finir à l'aile. Donc, quand dans toutes tes équipes jeunes, tu n'as eu qu'une formation de demi-centre et que tu finis à l'aile en National 1, tu dis que c'est quand même improbable. Ouais. Et honnêtement, je n'avais pas du tout le niveau. Après, on arrivait dans une équipe où il y avait du changement. Ça ne s'est pas très bien passé d'ailleurs les 2 premières années, parce qu'on est descendu la 2e année. Ok. En National 2 et du coup on a changé d'entraîneur en cours d'année. Il y a un entraîneur qui est arrivé par contre qui était super, et là vraiment c'est là où j'ai senti que j'avais passé un cap et que j'ai progressé, tu vois. Ouais. Mais t'es arrivé dans un club donc National 1, tu l'avais jamais fait? T'as pas eu d'appréhension justement quand Non, parce qu'en fait non, parce que j'avais rien à perdre. Moi, le hand, c'était quand même une passion. Je voulais pas en faire mon métier. Ouais. Je voulais pas, tu vois, j'avais pas du tout de prétention de jouer à tel niveau ou tel niveau. Pour moi, c'était que du plus. On m'a proposé d'aller là-bas. J'ai saisi l'opportunité. Et puis après, par chance, j'y ai joué, alors que franchement, j'avais pas un niveau, extraordinaire. Mais voilà, j'ai quand même eu l'opportunité d'y jouer quelques années, tu vois. Et on revient encore sur le sujet. T'as osé saisir l'opportunité et bon, ça t'a donné des comment dire, ça a pu en fait te faire avancer plus vite, parce que t'aurais pu très bien te dire en fait non, j'ai pas le niveau, j'y vais pas. C'est ça. T'as dit vas-y, j'y vais, j'ai rien à perdre, j'y vais. Tu vois, c'est pas la même chose, et je le vois aussi dans ton parcours. T'as ouvert tes 2 cabinets, t'as eu une opportunité, t'y as été en fait. C'est ça. Et franchement, bravo, tout le monde n'ose pas passer ce cap. Et franchement, ça se voit sur ton parcours. Quelles sont par rapport au sport, quelles sont les valeurs du sport qui t'accompagnent dans ta vie d'entrepreneur? Honnêtement, je pense tout. Parce que c'est pour ça que j'aime autant ce sport, parce que l'esprit d'équipe, la persévérance, tu vois. Pour moi, d'ailleurs, c'est ce que je dis toujours à ma fille, c'est que je lui dis, tu choisis le sport que tu veux, mais je veux que tu fasses au moins un sport collectif. Parce que pour moi, c'est l'école de la vie, tu vois. T'as l'entraide, t'as vraiment le partage,
le dépassement de soi. Enfin, tout ça, pour moi, c'est des choses qui m'ont aidée dans mon quotidien et dans ma construction de femme, tu vois. Donc, non, pour moi, le sport collectif, c'est vraiment... pour moi, c'est vraiment ce qui m'a apporté le plus dans ma construction. Top, bravo. En tant qu'ostéo, à un moment, tu soignais des athlètes, tout en étant toi-même athlète. Ouais. Selon toi, qu'est-ce que ça change dans la manière de pratiquer ? Qu'est-ce que ça change ? Alors, là, aujourd'hui, en fait, moi, donc j'ai travaillé dans un club professionnel dès mes dernières années d'études. Et de côtoyer le milieu professionnel. En plus, c'était un milieu professionnel masculin, d'un club quand même assez emblématique qui existe depuis très longtemps. Et en soi, ça m'a... En fait, vu que j'ai toujours baigné dans ce milieu, dans le milieu du sport, tu vois, mon frère a joué un petit peu en D1. D'ailleurs, c'est dans ce même club où je travaille aujourd'hui et où j'ai travaillé à l'époque. En fait, pour moi, c'était assez normal, tu vois, l'exigence, la rigueur, le professionnalisme, de connaître son corps. Parce que moi-même, en fait, quand tu joues en N1, bah forcément, c'est quand même un niveau quand même qui est plutôt bon. Tu dois avoir une certaine exigence dans ton hygiène alimentaire, dans la prise en charge de tes blessures, les soins, etc. Même si, attention, c'est pas tous les joueurs qui sont professionnels et qui sont à l'écoute et qui sont sérieux, mais t'as un cadre quand même minimum. Ouais. Donc du coup, en vrai, pour moi, j'ai toujours baigné dedans, donc ça n'a pas trop changé ma manière de pratiquer. Ouais. Je pense que ma pratique, elle s'est faite aussi autour de ça, de cette exigence-là, tu vois. Un ostéo qui ne pratique pas le sport, en fait, c'est ça. Quelle est la différence que tu aurais avec lui ? Tu vois, dans sa façon de pratiquer. Dans sa manière de pratiquer. Voilà. Qu'est-ce qui fait que toi, pour moi, c'est un plus, en fait. Déjà que toi-même, tu es athlète, tu fais du sport, et en plus le même sport, je précise, et que justement, tes patients sont aussi des sportifs de haut niveau. Oui. Eh bien, je pense que déjà, en termes de traumato, je pense que je suis assez bonne parce que forcément, quand tu fais ce sport-là, tu connais la traumato. Je pense aussi, tu vois, dans la partie préparation physique, ce que tu as besoin, même, tu vois, dans la spécificité du geste du handballeur, que ce soit un ailier, un arrière, un demi-centre, un pivot, un gardien, tu vois, ça demande quand même pas les mêmes, ça n'a vraiment pas du tout les mêmes besoins. Et donc, du coup, cette capacité d'adaptation et de réflexion par rapport à la spécificité du sport, je pense que pour moi, c'est plus facile. Ouais. T'as une meilleure compréhension de ce qui est attendu, de ce qu'il fait par rapport à son poste. Exactement. Et ça te fait gagner du temps, peut-être aussi à ce niveau-là. Ok. Le fait d'être sportive, est-ce que tu as eu une relation différente, justement, avec les athlètes ? Est-ce que c'est comme tu le disais, c'est peut-être, comme tu sais qu'il a ce poste-là, tu sais vers quoi tu vas le diriger ou ce que tu vas faire. Est-ce que ça a aidé ? Ça revient un peu à ma première question, mais est-ce que ta relation était différente ? Je pense oui. En plus, quand moi je travaillais à l'époque, donc c'est au club de Ponto Handball, à l'époque où je travaillais, j'étais la seule dans le staff médical. Okay. Donc il n'y avait qu'une ostéo. Il n'y avait pas de kiné, il y avait un médecin, mais il était à l'extérieur, il venait pas, il venait que sur les matchs. Et je crois qu'à l'époque, il n'y avait même pas de kiné sur le banc. Je crois que c'était même pas obligatoire. Je me rappelle plus. Ou alors, on avait peut-être un kiné qui venait que sur les matchs, tu vois, je sais plus. Et du coup, en fait, les joueurs se référaient qu'à moi, en fait. Donc j'étais le médecin, le kiné, l'ostéo, je faisais tout en même temps, en fait. Et du coup, déjà, moi, ça m'a permis de vraiment apprendre, forcément, d'être face vraiment à la traumato, aux soins directs, à l'urgence. Et en plus de ça, je faisais un peu la réathlée à l'époque, tu vois. Donc, tu vois, vraiment la réathlée et la phase avant le retour de terrain, quand il y avait des retours de blessures. Donc, des fois, je leur faisais même des petits exos un peu spécifiques au poste et tout. C'était des petits trucs très courts, hein, c'était pas vraiment sur le terrain. Et du coup, je pense que ça a créé quand même une vraie relation de confiance avec les mecs. Et le fait qu'ils voulaient pas aussi parfois se déplacer parce que c'était loin d'aller chez le médecin, etc. Du coup, ils me faisaient vraiment confiance, une vraiment confiance aveugle, tu vois. Donc ça, je pense, oui, le fait de savoir que j'étais dans le milieu et de voir que je connaissais bien le sport et la spécificité de chaque poste et de chaque besoin, je pense que ça a aidé dans la relation de confiance, je pense, ouais.
Juste pour les non-connaisseurs, est-ce que tu as dit traumato et tu as dit réathlé? Est-ce que tu peux dire les deux définitions? Traumatologie, c'est en gros, quand je dis traumatologie, c'est par exemple, tu as une blessure, poser un diagnostic d'opportunité, c'est-à-dire savoir à peu près est-ce que potentiellement tu as ça et ça qui est touché, donc un ligament ou c'est plus une fracture, etc. Et donc, forcément, te référer vers le médecin rapidement. Et après, la réathlétisation, c'est la partie après une blessure, avant de retourner sur le terrain, en gros. Ok, voilà. Merci pour ces précisions, parce que du coup, c'est pas forcément... Oui, c'est vrai, pour moi, ça paraît logique, mais... Moi, ça me parle un peu quand même, donc je préférais préciser. Pour clôturer cette première partie, parce que j'ai pas dit que c'était en 3 parties, donc c'est pour cette partie, quel conseil tu donnerais à un ostéo qui veut se lancer, qui veut ouvrir justement son cabinet? Je lui dirais que c'est dur, qu'il faut pas lâcher, mais que s'il est bon, il va y arriver. En fait, les jeunes ostéos de nos jours, ils ont peur parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de concurrence. Mais moi, je pense quand même qu'il y a de la place pour tout le monde, parce qu'il y a de plus en plus de patients qui consultent des ostéopathes, par rapport à l'époque où moi, je me suis installée, par exemple. Et je pense que si t'es bon, si tu travailles en équipe, c'est-à-dire que si tu arrives à communiquer correctement avec les autres professionnels, je pense que ça peut marcher. Même si c'est saturé, en tout cas en région parisienne, ça commence à être vraiment saturé parce qu'on est vraiment nombreux. Mais je pense quand même que ça peut marcher. Mais par contre, voilà, faut bosser. Parce que malheureusement, je trouve que les jeunes, de plus en plus, ils veulent plus bosser le samedi, ils veulent plus bosser le soir, ils veulent plus bosser entre midi et 2. En fait, si tu pars comme ça, c'est sûr que ça va pas marcher parce que quand tu commences, tes premiers patients, c'est les patients d'urgence. Donc, c'est le soir, c'est le samedi, c'est entre midi et 2. Et si t'es pas disponible quand eux, ils le sont, ils vont aller voir quelqu'un d'autre, tu vois. Accepter les contraintes et effectivement bosser pour te faire un nom aussi. Exactement. Et saisir les opportunités comme toi, tu l'as fait. Exactement. Et que tu as continué à faire pour te faire connaître aussi. Parce que t'es aussi d'une certaine façon, c'est aussi ta publicité. Elle est elle est ostéopathe dans un club sportif depuis longtemps. Je peux peut-être aller la consulter parce que si elle est là, c'est pas pour rien. C'est ça. Après, moi, dans mon cabinet, je ne fais pas les sportifs, je fais que les bébés et les femmes enceintes. Chut, on y vient. Et oui, effectivement. Et ça, c'est un vrai, comment dire. J'ai trouvé ça étonnant, en fait, que tu partes dans cette direction. Après, vu que tu avais ton parcours aussi, les vacations dans les clubs, je ne sais pas comment on appelle ça, mais travailler avec des clubs sportifs, du coup, tu avais les deux. En fait, je vais appeler thématique, mais du coup, tu avais les deux. J'avais la double casquette. Casquette, et que tu continues en plus encore aujourd'hui. Ouais. Donc, tu as quand même encore ta passion qui est encore là. Et en autre conseil, parce que tu l'as dit, tu as rencontré des problématiques sur le statut. Qu'est-ce que tu conseillerais en fait en premier statut pour quelqu'un qui se lance, notamment avec un cabinet? Ça dépend en vrai s'il a un loyer ou pas. Tu vois, si tu es juste en rétrocession et que tes collaborateurs, ça veut dire que tu n'as pas de charge. Je pense qu'auto-entrepreneur, ça peut être avantageux. Après, à partir du moment où tu fais de la route, que tu payes un loyer, que tu as des charges fixes, pour moi, il faut être en micro-BNC. D'accord. Voilà. Tu as dit rétrocession. Tu peux préciser? Rétrocession, c'est quand tu travailles pour un ostéo. Et que tu payes un pourcentage des patients que tu reçois. En gros, tu n'es pas dans ton cabinet, quoi. Tu travailles pour quelqu'un. Ouais. Mais tu vois, tu as parlé de redevance, tu as parlé de rétrocession, ouvrir son cabinet. Est-ce que ce genre de... En fait, quand tu es à l'école, est-ce qu'on te dit justement, voilà comment tu peux travailler demain en tant qu'ostéo? Oui, tu as quand même un cours d'une journée où tu expliques les différents statuts. Et les différentes possibilités, ce qui se fait pas, etc. quoi. Si, tu as quand même un cours d'une journée. D'accord. Mais toi, tu voulais être ta patronne? Moi, honnêtement, oui, parce que, encore une fois, j'avais la chance de gagner quasiment un SMIC juste avec les clubs avec lesquels je travaillais. Donc, tu vois, j'avais pas... je cherchais pas à gagner de l'argent à tout prix, c'était pas ça le but, tu vois, parce que quand tu fais une collab, tu veux te faire la main, etc. Mais j'avais déjà des patients, j'avais déjà une base de salaire, donc, tu vois, j'avais pas peur j'avais pas peur de me lancer, tu vois. Ouais. Donc, est-ce que le fait que tu travaillais à côté t'a aidé à te lancer plus vite? Ah oui, c'est sûr. Aussi bien financièrement que mentalement. Hein, oui, c'est sûr. Ouais. Après, moi, je travaille depuis que j'ai 16 ans. Donc, tu vois,
Quand j'ai été diplômée, même pas un an après, j'ai acheté mon premier appartement. Donc, tu vois, je travaille depuis que j'ai 16 ans. Donc, forcément, j'ai pas peur de me lancer, de dépenser de l'argent, d'investir de l'argent dans un cabinet. Parce que je gagne de l'argent, j'ai de l'argent de côté, je sais gérer mon argent. Tu vois, donc, non, j'avais pas peur, ça, c'est sûr. Bravo déjà pour ça. Merci. Pour juste conclure cette première partie, est-ce que tu peux me dire ce que c'est, en une phrase, la MAB ? Alors, la MAB, c'est la maison de l'accompagnement et du bien-être. Donc, c'est une maison, en fait, que j'ai transformée en cabinet pluridisciplinaire où on n'a que des femmes qui y travaillent, des femmes qui sont spécialisées autour de la famille, dans le sens général. Donc, on a 2 sages-femmes, une puéricultrice, une micro-kiné, une masseuse en drainage lymphatique, 2 ostéopathes, une naturopathe, 2 sophrologues, sophrothérapeutes, une prof de yoga pilates, une naturopathe, je ne sais plus si je l'ai dit, une consultante en lactation. Je pense que c'est pas mal. Combien de personnes ? Je pense que j'ai oublié personne. En tout, je crois qu'on est 13. Ok. Voilà. Bon, on va finir sur ça et on va en parler plus dans le prochain épisode. Dans cet épisode, on a posé les bases du parcours de Catherine. Le sport, la discipline, les premiers cabinets et cette façon très instinctive d'entreprendre. Mais à un moment, exercer seule ne lui suffit plus. Dans le prochain épisode, Catherine nous raconte comment est née l'envie de créer un lieu plus global, plus collectif, la MAB.